Hé, c'est quand? Je sais pas moi, c'est quand? Dis-nous c'est quand? Maintenant! On a encore eu de la chance. Et c'est pas fini. Venez comme vous êtes. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'aime ces moments-là. Ça coule de source. Mademoiselle Pitch, on air. Bienvenue dans les Mademoiselle Pitch On Air, le podcast qui explore la puissance de la communication au service des grandes causes. Je suis Magali Faget, fondatrice de l'agence Mademoiselle Pitch et également organisatrice du concours de publicité créatif et citoyen, les Mademoiselle Pitch Awards & Co. Dans chaque épisode, avec mes invités, nous vous ouvrirons les portes du monde complexe de la communication des ONG. Un domaine où l'art de raconter des histoires et mobiliser les gens fait toute la différence. Comment les histoires peuvent-elles changer le monde? Comment les campagnes influencent notre façon de penser et d'agir? Et comment les ONG peuvent créer un impact positif, durable, grâce à leurs messages? Alors, préparez-vous à être inspiré, à repenser votre approche de la communication et à vous engager davantage pour les grandes causes qui vous tiennent à cœur. Je reçois aujourd'hui un créatif passionné qui a fait son expérience dans les plus grandes agences de publicité. Originaire de Bourgogne, son amour pour la moto transcende les époques de sa vie, lui offrant une échappatoire où il trouve la paix et se libère de toutes les contraintes. Il a commencé sa carrière professionnelle comme concepteur-rédacteur et a pris récemment les commandes de l'agence Brainsonic comme directeur de la création. En dépit de son caractère solitaire, il est chaleureux et son rire résonne quand il partage des anecdotes. Mais il peut se replier dans sa grotte pour apprécier le luxe du silence. Si je devais essayer de le résumer en une phrase, je vous dirais qu'il est un doux rêveur, dont la véritable richesse réside dans le, ou pas, un luxe qu'il sait savourer mieux que personne. Bienvenue dans Mademoiselle Pitch On Air, Jean-François Goise, directeur de la création de Brainsonic. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ne piquez pas les yeux. Venez comme vous êtes. L'invité du jour. Bon Jean-François, bonjour. On va commencer la première partie de ce podcast avec des questions plus personnelles qui vont nous permettre de faire connaissance un petit peu et aux auditeurs de mieux te connaître. Tu te reconnais dans le portrait que je viens de faire de toi ? Alors oui, j'apprécie le luxe du silence, c'est vrai. Je vais dans ma grotte, je sors de ma grotte, et puis je retourne dans ma grotte, voilà. Et entre les deux, j'essaie de me marrer quand même, hein, parce que c'est quand même important de sortir de sa grotte, de voir des gens, de raconter des trucs, et puis de rigoler. Alors le silence, ça te permet quoi? De te ressourcer? Ça me permet de ressourcer, oui, de me ressourcer, de ne penser strictement à rien, de trouver des idées parfois, et puis le lendemain, je les trouverai un peu moins bien que ce que je les avais trouvés. Et je retourne dans ma grotte en me disant retourne dans ta grotte, c'est mieux. Et alors, tu peux m'expliquer cette passion pour la moto? C'est une moto, je monte dessus, je vais me balader, ça roule, et c'est super. Et voilà. Et c'est un truc de tout petit en fait. Hein. Tu vois une moto dans la rue, tu dis ah tiens, c'est rigolo, j'en veux une. Et puis un jour, tu peux en avoir une. Et puis tu pars te promener et c'est génial. Voilà. Et toi, ça te procure quoi, une balade en moto? C'est comme une Thalasso, mais sans le peignoir et les claquettes. C'est-à-dire que tu as un casque, et puis tu vas te promener, et puis tu as de l'air, et puis tu entends des bruits que tu n'entends pas d'habitude, tu as des odeurs, du vent, de l'air, voilà. Tu rêves quand tu es sur ta moto? Complètement, mais je regarde quand même où je vais, parce que c'est mieux, c'est conseillé. J'ai entendu dire que tu vivais en noir et blanc. Alors, ça veut dire quoi, vivre en noir et blanc? Alors, ça, c'est mes enfants qui m'ont dit que je vivais en noir et blanc, parce qu'en fait, je regarde beaucoup de films en noir et blanc. Et quand mon fils était plus petit, il me disait carrément, en fait, c'est pas des films en noir et blanc, c'est des films en gris. Tu regardes des films en gris. Et il était persuadé que les gens qui étaient dans ces films, quand le film était tourné, il était persuadé que ces gens vivaient vraiment en noir et blanc et en gris. Donc, je lui ai expliqué, maintenant, il a compris que c'était pas le cas. D'ailleurs, je dois dire à nos auditeurs qui ne sont pas à côté de nous dans le studio que ton dress code du jour, t'es habillé tout en noir en fait, de la tête aux pieds. Donc t'es vraiment un homme noir et blanc. Même noir. Tes lunettes sont noires, ton casque est noir de moto, j'ai vu. Dis-moi, la dernière chose qui t'a fait rire cette semaine, c'est quoi ?
C'est les BD de Gary Larson. J'ai un petit stock de BD de Gary Larson et de temps en temps j'en ouvre une comme ça et je regarde. Et à chaque fois c'est drôle. Alors Voilà. raconte-nous une petite anecdote qui t'a fait marrer. Il y a toujours des blagues de scientifiques, par exemple, des scientifiques qui se font des blagues, des mecs qui sont en train de fabriquer des bombes et qui se font des blagues comme des espèces d'étudiants avec la blague du sac qu'on va exploser, le sac en papier qu'on va exploser dans l'oreille du copain, alors que le type est en train de fabriquer un missile d'une taille incroyable, parce que même les scientifiques ont envie de rigoler de temps en temps. Puis après, il y a des blagues avec les dinosaures, avec les oiseaux, voilà. Donc le mec a un univers complètement fou, complètement foutraque, et arrive à faire des images très très drôles, sans mots, et donc c'est complètement international. Enfin, n'importe qui peut comprendre, n'importe quel âge, n'importe quelle origine peut comprendre les blagues de Gary Larson. C'est très très drôle. Je le conseille à tout le monde et aux publicitaires, parce qu'il y a un sens de la mise en page, du dessin, et il y a une rigueur dans l'idée qui est géniale. Dis-moi, je crois que tu as des enfants, tu en as même 2. Quel genre de papa tu es? Hyper pénible, j'ai l'impression. Il m'appelle Papa Protection. Donc ça veut tout dire. Donc c'est un peu Papa Poule, mais version supérieure encore. Donc super papa poule, quoi. en Super gros. Papa Poule. D'accord. Pas du tout papa flic. Non, ça c'est ma femme qui s'en occupe. Et voilà. Et avec tes équipes chez Brainsonic, en tant que directeur de la création, t'es plutôt un patron de la création cool ou flic ou entre les deux? Je crois qu'il faut leur demander déjà. Moi, j'essaie de faire une chose simple, c'est j'essaie de ne pas faire ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Déjà. Alors qu'est-ce que t'aimerais pas qu'on te fasse? J'aime pas qu'on me flique tout le temps, qu'on me demande où j'en suis, qu'on me fasse pas confiance. Donc j'essaie de les laisser très libres, je leur fais une entière confiance, ils travaillent comme ils veulent, et ils trouvent, je les mets en condition pour trouver les meilleures idées possibles. Voilà. Et toi, Et tu surtout, je suis ouvert en permanence. Et ils ont besoin, ils m'appellent, ou ils viennent me voir. Voilà. Et je suis là. Et quand ils te présentent leur idée, tu les challenges? Bien sûr, mais jamais méchamment, ou enfin, toujours avec beaucoup de gentillesse. Et je me dis, tiens, à leur place, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise pour me faire progresser, pour me faire repartir sur une autre idée, pour me faire peaufiner l'idée. Voilà, donc j'essaie de créer un lien très fort avec eux pour ça. Oui, en fait, tu essayes de les stimuler à max Ouais. et de croire en eux. Ouais, mais sans jouer de comédie, bien sûr, tout ça est vrai. Hein. De toute façon, tu peux pas tricher quand tu travailles avec des créatifs, ils le sentent. Et donc il est hors de question de tricher, il faut dire la vérité, mais la dire de façon courtoise, toujours. Tu as rencontré ta femme il y a 20 ans chez Publicis. Comme beaucoup de publicitaires d'ailleurs, je crois que dans mon jury, il y a plusieurs couples qui se sont formés au sein des agences. Alors, est-ce que tes enfants sont des communicants nés avec un papa et une maman issus de la pub? Eh bien, je ne sais pas. Oui, mais de là à dire que ce sont des communicants, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas s'ils feront ce métier. Je sais juste qu'ils sont déjà un petit peu comme une équipe créative, tous les deux. Ils fabriquent des choses tous les deux. Comme quoi? Ça peut aller on fait un défilé de mode, donc il faut un défilé de mode. Donc ils vont fabriquer des sacs à main en papier. Ils vont y passer une journée. Donc ils vont les dessiner, ils vont les fabriquer, ils vont les découper, agrafer, scotcher. Et puis il y en a toujours un qui dit à l'autre ah non, moi je ferais pas comme ça. Regarde, ça ce serait mieux si on faisait comme ça. Ah ouais, t'as raison. Et puis ils se disputent. Et puis après ils montrent leur création. Donc c'est assez rigolo. C'est un peu un team créatif à la maison. Et ils travaillent ensemble. Et est-ce qu'ils sont les rois des punchlines? Oui. Ils me font des grosses Il y en a beaucoup. Des vannes sur quoi? Sur toi? Sur vos surtout, caractères? surtout. Ils ne laissent rien passer, c'est très drôle. Zéro tracas, zéro blabla. On a encore eu de la chance. J'aime ces moments-là. La question sérieuse. Alors maintenant que nos auditeurs ont fait connaissance avec toi, Jean-François, passons aux questions un petit peu plus sérieuses, aux questions métiers. On va passer tout de suite à ton mentor. Il y a une personnalité qui, je sais, t'inspire particulièrement. Et je te rassure qu'il en a inspiré beaucoup d'autres. C'est Jacques Séguéla. Tu peux nous dire pourquoi lui et qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors Jacques, je le connais depuis le tout début, en fait. Et c'était déjà un grand monsieur de la pub. Et le mec est incroyable. Voilà, le mec est incroyable. Avec lui, j'ai l'impression que tout est possible.
ça part dans tous les sens, ce qui est d'ailleurs assez rigolo, parce que quand tu le vois à la télé ou tu l'entends, tu l'écoutes à la radio, il dit toujours des trucs, il dit beaucoup de conneries, il le dit lui-même, il dit voilà, parce qu'il est dans l'action, il est dans la frénésie, il est dans les idées qui arrivent à toute vitesse, et parfois il n'a pas le temps de faire le tri, et parfois il dit des conneries beaucoup plus grosses que lui, qui regrette, je pense, quasiment dans la minute, mais le mec est vivant, c'est un créatif, et c'est toujours un créatif, il a 90 ans bientôt, et c'est vraiment encore un créatif avec l'œil qui pétille, qui frise, et c'est un mec généreux. Voilà, c'est un mec généreux, rigolo, même si je travaille plus du tout avec lui, on se voit 3 fois par an, et on parle de plein de choses, quasiment pas de publicité en fait, de toute sa période, quand il faisait de la politique, avec Mitterrand, avec de plein de trucs, des trucs perso aussi, et c'est vraiment un mec attachant. C'est un mec qui a une énergie débordante, non ? Horrible. Même à son âge, il est encore très très vif. Et maintenant, il conduit sa voiture lui-même, donc ça me fait beaucoup rire, parce qu'avant, il avait une voiture avec chauffeur et tout ça, et maintenant il conduit sa voiture lui-même, sa petite voiture lui-même, sa Smart. Et quand je le vois partir dans sa Smart, j'ai peur. J'ai peur. Pourquoi ? Il voit plus très bien. Non, je crois qu'il voit bien, mais il part un peu vite, il arrive un peu vite. Je crois qu'il va toujours un peu vite. Voilà, c'est un mec rapide. Quoi qu'il fasse, il va vite. Il est resté un peu enfant, non ? Et il est complètement enfant. Le podcast Mademoiselle Pitchoner, dans lequel tu es invitée aujourd'hui, on est là dans ce podcast pour parler des grandes causes. Pour quelle grande cause tu as travaillé ? J'ai travaillé pour pas mal de grandes causes. Donc quand j'étais chez TBWA, j'ai travaillé pour Aide. Donc voilà, c'est une... Ah, ça tombe bien, c'est l'ONG qui est mise à l'honneur cette année. Ça tombe très très bien. Et ils ont une culture publicitaire qui est dingue. C'est un client qui a une vision de la bonne idée et qui sait ce qu'est une bonne idée. Et donc c'est un bonheur de travailler pour eux. J'ai travaillé pour Enfance et Partage. Oui. Ça c'était chez Publicis, il y a une 20aine d'années. On avait fait un film. J'avais rencontré Xavier Emmanueli, qui est le patron d'Enfance et Partage, qui est une personne incroyable. Et j'ai travaillé pour Greffe de Vie. C'est une association qui s'occupe des greffes et qui s'occupe des gens qui se font transplanter. C'est toujours des sujets un peu denses à aborder. Et donc, c'est jamais des moments légers. On ne travaille pas pour un petit produit rigolo ou qui n'a pas beaucoup d'importance. C'est quand même un grand moment de travailler pour une grande cause. Voilà. Et alors, on le prend comment quand on est créatif ? Quand on a une campagne à imaginer pour une cause comme ça, faut pas se louper ? Tu peux pas raconter ou embellir. Enfin, tu peux peut-être un petit peu embellir la réalité, mais tu peux pas mentir. Et tu es obligé de bien te renseigner sur le sujet, de rencontrer les gens, de parler beaucoup avec eux, pour essayer de pas dire de bêtises du tout, parce que ce serait impardonnable de dire des bêtises sur un sujet important ou grave, qui fait souffrir des gens ou... C'est impossible en fait. Autant sur une boîte de petits pois, tu fais une campagne sur une boîte de petits pois et tu te fais quelques petits raccourcis, bon, ça passe encore, mais de là à dire n'importe quoi, là c'est impossible. Personne ne le pardonnerait et il faut surtout pas faire ça. Alors pour Aide, tu évoquais que tu avais travaillé pour Aide chez TBWA. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'appelait ta campagne ? Et décris-nous là un petit peu, parce qu'on est à la radio, donc les auditeurs ne l'ont peut-être pas en tête. Oui, ça s'appelait Pas de préservatif, pas de sexe. Au moins, voilà, le point de départ est très clair. Et on avait photographié et filmé des couples nus, mais dont on ne voyait pas les parties intimes. Les parties intimes, parce que sinon la RPP nous aurait dit « Ah non, s'il vous plaît, c'est interdit, ne faites pas ça ». Attention à ce que tu dis sur la RPP, bien c'est notre prochain invité. Mais j'adore les RPP, vive les RPP. Et en fait, on les avait vus, d'ailleurs on leur avait montré à la campagne. Et donc ces gens qui étaient nus, qui étaient certainement sur le point de faire l'amour, mais comme ils n'avaient pas de préservatif, ils ne faisaient pas l'amour. Donc certains tricotaient ensemble, d'autres enfilaient des perles, d'autres faisaient un puzzle géant. Voilà, donc pas de préservatif, pas de sexe. Et je me rappelle de cette pub, j'avais adoré. Il y avait de l'affichage. Affichage, film. Ouais, film. Ouais. Et radio ou pas radio ? Il n'y avait pas de radio. Ouais, parce que c'était très visuel comme concept. Très visuel. Est-ce que les pubs grandes causes qui t'ont inspiré, tu citerais qui ? Et si tu devais m'en citer 3, ce seraient lesquels ? Chez Aide, il y en a une que j'aimais beaucoup, c'était Zizi Graffiti.
Je sais pas si tu l'as Je située l'ai celle-là. bien en tête. Ouais, Ouais. ouais. Elle avait été primée d'ailleurs au Lions de Cannes. Exactement. Cette histoire du zizi qui était un graffiti parmi tant d'autres. Et c'était Dans les toilettes. dans les toilettes. Et ce zizi, en voyant d'autres zizi, d'autres zigounettes, comme on disait dans le script, allait les voir. Mais comme il n'avait pas de préservatif, tout le monde le fuyait en fait. Voilà. Mais c'était un super film. Et à la Super fin, film. je crois qu'il met un préservatif. Et là, tout le monde revient et c'est la fête. Voilà. C'est la fête du zizi. Est-ce que c'est une pub qui pourrait marcher aujourd'hui? Est-ce qu'elle serait pas censurée? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme ça fait avancer la cause et que c'est pour une cause digne qu'on s'y intéresse et qui mérite qu'on s'y intéresse, ce serait bête de censurer ça, je pense. Alors, c'est une pub qui a été faite par Rémi Noël, que tu connais, je crois, et que tu as croisé, qui t'a fait rentrer chez TPWA, et qui est dans notre jury, donc que tu vas recroiser très bientôt. Qu'est-ce qui change dans le fait de travailler pour une grande cause? Tu nous l'as un peu dit tout à l'heure, on ne peut pas se tromper, mais qu'est-ce qu'il y a? Quel ton particulier on doit employer? Quelle posture? Et aussi une autre question qui me vient, c'est est-ce qu'on choisit les causes pour lesquelles on travaille quand on est directeur de la création, directeur de création? Non, moi j'ai jamais choisi, en fait. Je pense que toutes les grandes causes méritent qu'on s'y intéresse et méritent qu'on les aide. Donc c'est toujours à chaque fois un grand plaisir. Une grande cause, je dis toujours oui, en fait. Quelle que soit la cause. Quelle que soit la cause. Il n'y a pas une cause qui te touche plus que les autres? Non, en fait, à chaque fois, je me dis, il faut faire quelque chose, il faut les aider, il faut trouver une idée, il faut y aller. Il faut être généreux. Comment on évite de tomber dans le misérabilisme et le cliché quand on travaille pour une grande cause, en tant que créatif? Ma première obsession, c'est pas tant l'idée tout de suite, c'est la justesse du propos. Est-ce qu'on est juste par rapport à l'assaut? Est-ce qu'on est juste par rapport aux gens qui sont concernés par cette association? La plupart du temps, ce sont des êtres humains qui sont concernés, et donc on ne peut pas les trahir ou faire un truc qui serait à contresens de la grande cause elle-même. C'est impensable. Donc ma première grille de lecture, c'est ça en fait. C'est est-ce qu'on est juste par rapport à la cause qu'on défend? Et la deuxième grille? Et la deuxième grille, c'est est-ce que j'ai déjà vu une idée qui ressemble à ça, ou est-ce que c'est très étonnant par rapport à ce qui a déjà été fait? Est-ce que ça va réveiller les consciences? Est-ce que ça va secouer un petit peu? Est-ce que ça va créer une émotion, qu'elle soit positive, négative ou dérangeante? Les gens peuvent aussi être dérangés, peuvent être un petit peu secoués. Donc ça, c'est la deuxième grille de lecture. Et la troisième? Et la troisième, c'est comment est-ce qu'on va faire ça? Si l'idée est chouette, si tout est aligné, c'est comment on va réaliser ça et qui on va emmener dans l'aventure avec nous pour faire que cette idée naisse et qu'elle naisse bien, qu'elle soit bien réalisée. Parce que si elle n'est pas bien réalisée, ça n'a pas tellement d'intérêt. Il faut que tout soit bien fait. Voilà. En fait, tu es concentré sur l'impact du message que tu veux faire passer. Oui, parce que la plupart des associations veulent cet impact. C'est-à-dire il y a plein d'associations qui sont inconnues et qui appellent les agences de publicité pour avoir justement un peu d'aide pour se faire connaître, se faire remarquer et sortir du lot. Très bien. Tu as réalisé un super film à l'occasion des 10 ans du SAMU social, tu nous l'évoquais un petit peu tout à l'heure, qui s'appelle Big Jim, je crois, qui est signé, que tu avais signé pour Publicis, qu'on peut retrouver, chers auditeurs, sur YouTube. Tu peux nous le décrire un peu, ce film ? Alors c'était l'histoire d'un G.I. Joe en fait, donc le G.I. Joe en plastique, la petite poupée qu'on connaît tous, très musclé, très fort, avec une arme, donc un mec invincible, un soldat, et c'est un petit garçon qui avait ce Big Jim qui était dans son sac à dos et il le perd, il le perd dans la rue, et ce Big Jim tombe au sol, et on va suivre toute sa vie en fait dans la rue. Et ce Big Jim qui au début est très 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 fort, très costaud, très armé et très sûr de lui en apparence, l'usure de la vie, une voiture qui va se garer sur lui, un chien qui va passer en urinant sur lui, la neige qui va tomber, quelqu'un qui va jeter une allumette et il va prendre feu. Au fur et à mesure, toutes ces épreuves vont l'abîmer et on va le retrouver complètement amoché, découpé, abîmé, toujours dans la rue, et en fait
Tout le monde se fiche de lui, personne ne fait attention à cette petite figurine en plastique, ce petit jouet en plastique. Et à la fin, il va être balayé par une personne qui entretient les rues et il va finir dans le caniveau et disparaître. Voilà. Et la phrase disait je crois personne n'est assez fort pour vivre dans la rue. Voilà. Comment a réagi Xavier Emanueli, qui est le fondateur du SAMU social, quand il a vu ce film? C'était assez étonnant parce que c'est la première fois qu'un client pleure en voyant un film. Donc c'est une réaction qui était très... on était assez surpris en fait, et très touché parce qu'il a... L'émotion qu'il a dégagée en fait en voyant le film, il était scotché. Et il n'a pas pu tellement parler pour nous dire c'est super. Donc il a mis un petit bout de temps à atterrir. Et après il a dit non mais c'est exactement ça. Voilà, c'est ce que vous avez raconté. C'est très juste, c'est très touchant. Voilà. Donc c'est très juste. Donc ça c'était, quand on dit ça, c'est que c'est gagné. Exactement, mission accomplie. D'ailleurs, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, figure-toi, au vœu du SAMU social de Paris, Xavier Emanueli. Et c'est un monsieur qui n'est pas tout jeune, qui doit avoir maintenant 90 ans. Et il y a une immense humanité qui se dégage de lui. Il était là pour saluer tous les travailleurs sociaux qui vont à la rencontre des gens dans la rue, et il leur faisait des câlins. Et je suis allée le saluer et je lui ai dit que bientôt, le SAMU social allait rentrer dans le concours des Mademoiselle Pitch Awards, et que j'avais dans mon jury quelqu'un qui avait signé le film de ses 10 ans. Et il y avait comme des petites larmes qui sont montées dans ses yeux quand je lui ai parlé de ce film, parce que l'émotion était encore là, intacte. Je voulais partager ce moment avec toi. Un truc qui m'intéresse aussi, c'est ça se passe comment quand tu es créatif et que tu présentes ton film ou ton idée? T'as les jetons? Ah ben bien sûr que tu as les jetons. Tu te dis, déjà, est-ce qu'ils vont aimer l'idée? Est-ce qu'ils vont pas me dire, mais monsieur, vous n'avez rien compris, c'est absolument pas ça, parce que ça, ce serait le pire. Et puis voilà, c'est ça, c'est extrêmement stressant quand tu présentes ton idée, c'est sûr. Alors, cette année, tu intègres le jury de notre concours de publicité, les Mademoiselle Pitch Awards & Co. Pourquoi tu as accepté? C'est pour l'association Aide ou pour le concours en lui-même? Parce que tu me l'as demandé très gentiment. Et j'ai dit, bien sûr, je vais le faire. Et en plus, tu m'as dit, c'est pour Aide. Et j'ai dit, bien évidemment, je les connais. Donc, ce sera avec plaisir. Donc voilà, j'ai dit oui. Tu viens de rejoindre une agence. Est-ce que les créatifs connaissent le concours? Les créatifs connaissent le concours. Et je suis arrivé avec la petite brochure que tu m'avais donnée. J'ai déposé ça comme ça sur le bureau, l'air de rien. Pour tester? Pour voir, l'air de rien. Il y avait d'autres trucs dessus qui traînaient et tout. Et je t'assure qu'à chaque fois, on me dit « Ah, Mademoiselle Pitch, mais c'est cette année, mais tu fais partie du jury. Ah, c'est super. Ah, c'est quoi le sujet? On va le faire. » Voilà. Donc, eux aussi disent oui. Il y a des campagnes qui t'ont marqué, qui sont sorties du concours? Oui, beaucoup. Toutes tes dernières campagnes. C'est aussi pour ça que j'ai dit oui, parce que j'ai regardé quand même tout ce que tu fais depuis des années. Je me suis dit là, ce serait bien d'être dans le jury, ce serait chouette. Et en plus, tu as un jury qui est plutôt composé de gens très sympas. Assez high level, oui, c'est vrai. Ouais, très sympa aussi. Que des amoureux de la création. Exactement. Tu nous donnes tes conseils pour le brief créatif de Aide cette année? Alors, déjà essayer de faire un truc qui n'a pas déjà été fait, ce qui est quand même le premier truc compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses bien qui ont été déjà faites. Ne pas essayer de choquer juste pour choquer. Il faut être juste avant tout, et il ne faut pas faire de la provoque pour faire de la provoque. Faire attention à la nudité, parce qu'on peut être tenté avec un sujet comme Aide de montrer des gens nus ou d'avoir besoin de montrer des gens nus, donc il faut faire gaffe à la façon dont on les montre, parce que de toute façon la censure n'est pas très loin. Et il faut surprendre, surprendre, et surtout aussi essayer de trouver une idée qui soit compréhensible par tout le monde. Et quelle que soit la nationalité, on doit comprendre l'idée immédiatement. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Coucou! Au revoir, président. Le mot de la fin. Alors, on va rentrer dans la dernière partie du podcast, qui est l'acrostiche de la fin. Et pour toi, Jean-François, devine quoi? J'ai choisi le mot motard. M comme maître des mots. Ta punchline préférée, c'est quoi? Alors, j'ai bossé sur McDo pendant 6 ans, donc les copains de McDo vont pas être contents, parce que ma punchline préférée, c'est Burger King. Voilà. O comme ONG. Pour quelle grande cause tu pourrais sortir ta carte bleue? A priori, toutes.
toutes. Et si c'est en plus pour les enfants, alors là, T'es comme travail. Tu feras de quoi quand tu arrêteras de travailler? C'est assez fou parce que j'ai pas l'impression d'avoir commencé encore vraiment. Parce que c'est plutôt rigolo ce que je fais. Donc en fait, peut-être que je commencerai à travailler. On enchaîne sur A comme abracadabra. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Je donnerai un coup de baguette magique pour qu'il y en ait d'autres qui apparaissent, pour les distribuer. Voilà. Parce que je pense qu'il y a des gens qui en ont bien besoin. R comme regard dans le rétro. Qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais enfant? Alors, alors là, je ne me suis jamais posé la question. Je voulais juste faire le couillon avec mes copains et jouer et faire du vélo et rigoler. Voilà. Et enfin, D comme dernier. C'est quoi le dernier film que tu as vu? Alors, le dernier film, en fait, que j'ai revu, parce que c'est un film que je n'avais pas vu depuis longtemps, qui s'appelle L'Arrangement, et qui est un film d'Elia Kazan, qui raconte d'ailleurs l'histoire d'un publicitaire. C'est assez étonnant, c'est pas fait exprès. Hein. Et c'est un super film, super chouette film des années fin 60. Voilà. C'est en noir et blanc? Non, il est en couleur. Waouh. Mais il est presque en noir et blanc en fait. Et ça raconte quoi de la vie de ce publicitaire? Et ça raconte la vie de ce publicitaire qui traverse une période un peu compliquée et qui fait une espèce de crise de la quarantaine. Voilà, quarantaine ou cinquantaine, je sais plus. Mais c'est un film qui est très étonnant et qui était un bouquin à l'origine que Elia Kazan avait fait et je ne l'ai pas lu. Donc maintenant je vais lire le bouquin. Eh bien, au revoir, c'est déjà fini, cher Jean-François. Merci pour cette conversation. Et je rappelle que le concours Mademoiselle Pitch Award court toujours et que les candidats tous les créatifs, professionnels, étudiants, ont jusqu'au 28 mars pour participer dans la catégorie de leur choix. Et voilà, c'est déjà fini. Merci Magali, c'était chouette. Tes impressions? Ouais, j'adore. Terrible, pas terrible de parler à la radio? Bien. Assez terrible, mais bien.